Pour les spondylarthropathies, donc vous avez déjà eu tout un topo tout à l'heure concernant les spondylarthropathies, donc je vais être peut-être un peu plus brève. On vous a bien mentionné le fait que les spondylarthropathies regroupaient en fait différentes entités de rhumatisme inflammatoire ayant en commun une lésion dont on va parler tout à l'heure, qui est l'anthésite. Ces spondylarthropathies, donc, dans ce groupe des spondylarthropathies, on parle de spondylarthrite ankylosante, arthrite réactionnelle, spondylarthropathie donc associée au psoriasis, qu'on dénomme donc le rhumatisme psoriasique. Il existe des atteintes associées aux uvéites, parfois associées aux maladies inflammatoires du tube digestif. Donc vous voyez, il y a différentes présentations cliniques qui peuvent être retrouvées. Alors, l'élément commun de toutes ces entités, c'est vraiment l'anthésite. Donc, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'anthésite? L'anthésite, c'est l'inflammation de la zone d'attache du tendon ou du ligament sur l'os. Et c'est cette zone d'attache qui va être le siège d'inflammation. Donc vous voyez, quand on regarde un mannequin, ces tendons et ces ligaments, on en retrouve quand même à différents endroits. Donc vous pouvez bien comprendre que ça puisse occasionner des douleurs quand même assez diffuses. Ça peut également toucher le rachis, tout simplement parce qu'on retrouve différentes structures ligamentaires au niveau du rachis, et toutes ces structures ligamentaires peuvent être sièges d'inflammation, occasionner des anthésites. Donc, les spondylarthropathies, le terrain, c'est une prédominance masculine, ça touche essentiellement les sujets jeunes. Ce n'est pas une maladie auto-immune, on ne retrouve pas d'anticorps, c'est une pathologie auto-inflammatoire, et on retrouve très souvent des signes extra-articulaires associés. Donc, la présentation typique, ce sont des sujets qui vont présenter des rachialgies d'horaires inflammatoires, je ne reviens pas sur la définition d'inflammatoire, ou des douleurs au niveau des fesses, des fessalgies qui sont souvent à bascule et qui peuvent parfois être confondues avec des pseudo-sciatiques. Donc tout ça, ça concerne l'atteinte axiale. À cela peut s'associer une atteinte périphérique, à savoir une atteinte des articulations, l'arthrite. Parfois, il peut y avoir une atteinte beaucoup plus globale des orteils ou des doigts, ce qu'on va dénommer dactylite. Il peut exister donc cette atteinte anthésitique au niveau périphérique, et on va retrouver des signes extra-articulaires, uvéite, Miki ou psoriasis. Donc, pour l'atteinte axiale, ce sont vraiment les rachialgies d'horaires inflammatoires qui doivent alerter. Vous savez qu'il y a eu différentes campagnes de sensibilisation. Vous avez peut-être entendu des spots publicitaires à la radio ou des affiches, donc stipulant qu'en cas de rachialgie d'horaires inflammatoires, il était nécessaire d'aller consulter. Donc, d'autre part, les fessalgies, les pseudo-sciatiques, qui peuvent survenir à bascule et qui sont en lien avec l'atteinte des articulations sacro-iliaques que vous voyez ici au niveau du bassin. L'arthrite, donc je ne vais pas revenir là-dessus, il faut savoir que dans le cadre des spondylarthropathies, l'atteinte est souvent oligo-articulaire, c'est-à-dire que ça touche un plus petit nombre d'articulations, ça touche plus volontiers les grosses articulations et la présentation est plus volontiers asymétrique. Voici des exemples de dactylite. Donc vous voyez bien, comparativement aux autres orteils, que celui-ci est vraiment très hypertrophié. Ici également un autre exemple. Donc ça, on le retrouve assez fréquemment, notamment dans les rhumatismes psoriasiques. Et l'atteinte anthésitique, dont on a parlé tout à l'heure, qui peut toucher donc toutes les zones d'insertion des tendons, des ligaments, et qui peut occasionner donc des douleurs assez diffuses. À côté de ça, donc les signes extra-articulaires, vous en avez entendu parler tout à l'heure, le psoriasis, donc je vais passer quand même assez rapidement, l'uvéite, c'est-à-dire l'atteinte inflammatoire de l'œil, et également donc les atteintes inflammatoires du tube digestif, qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques intestinales, les MICI. Sur le plan biologique, on peut retrouver un syndrome inflammatoire, mais qui peut être inconstant, et également une présence du HLA-B27. Le HLA-B27, c'est un piège. Tout simplement parce que de temps en temps, on se focalise un petit peu trop dessus. Il est vrai que l'on retrouve le HLA-B27 de manière plus fréquente chez les patients ayant une spondylarthropathie, notamment les sujets ayant une spondylarthrite ankylosante par rapport à la population générale. Ceci dit, on peut très bien avoir un HLA-B27 sans avoir de spondylarthropathie, et à l'inverse, on peut très bien avoir une spondylarthropathie sans avoir une présence de HLA-B27. On va rechercher des ossifications.
Des ossifications qui vont prendre cette forme-là. Donc vous vous souvenez sur le schéma que je vous avais montré tout à l'heure, à la partie antérieure, devant les corps vertébraux, viennent longer donc des ligaments. Ces ligaments vont s'ossifier petit à petit, et donc c'est ce qu'on va appeler des syndesmophytes. Petit à petit, donc ces syndesmophytes vont augmenter, et ça peut occasionner donc la survenue d'une colonne bambou. Par ailleurs, on va avoir une atteinte au niveau des articulations sacro-iliaques, ce qu'on appelle une sacroïlite, et on a différents stades que l'on va essayer de déterminer. Cependant, au moment du diagnostic, sur les premières années d'évolution de la maladie, les radiographies standards sont très fréquemment normales. Et c'est la raison pour laquelle, si on se base simplement sur ces critères radiographiques, eh bien, on peut passer à côté d'une spondyarthropathie débutante, et c'est la raison pour laquelle le délai moyen avant le diagnostic était relativement long si on se contentait simplement de ces éléments radiographiques. Et vous voyez, le délai moyen était estimé à 8 ans, avant que l'on prenne en considération l'IRM et les nouveaux critères. Alors, l'IRM est extrêmement intéressante, tout simplement parce qu'elle va permettre de mettre en exergue cette inflammation dont on a parlé tout à l'heure, avant même la survenue des dommages sur les radiographies standards. Donc cette inflammation, on va la voir apparaître au niveau des articulations sacro-iliaques. C'est ce que vous voyez ici en blanc. Ici, c'est une coupe de sacro-iliaque. Vous voyez les articulations ici. Tout ce qui est en blanc, c'est de l'inflammation. Donc vous voyez, cette inflammation peut être plus ou moins étendue. On peut retrouver, en plus de cette inflammation, parfois également est survenue de petites érosions. Ces érosions, on peut les rechercher également sur le scanner. C'est-à-dire que si on a une radiographie standard sur laquelle on a un doute concernant une atteinte des sacroiliaques, c'est-à-dire une sacroïlite, on peut faire un scanner qui est le meilleur examen pour mettre en évidence ces petites érosions. En dehors de l'évaluation des sacroiliaques, on peut également faire une évaluation au niveau du rachis. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut retrouver de l'inflammation au niveau donc, de ces coins antérieurs vertébraux, et c'est ce qu'on va retrouver également sur l'IRM. Là, vous voyez, ces tout petits signaux qu'on va retrouver à la partie antérieure du rachis. Et de temps en temps, on va faire des IRM un petit peu diffuses, on parle d'IRM corps entier, qui permettent d'évaluer le rachis et également les sacroiliaques dans le même temps pour rechercher cette inflammation. De temps en temps, on peut également s'aider d'autres moyens d'imagerie, notamment pour rechercher les atteintes périphériques et les confirmer. Et notamment, l'échographie permettra de rechercher l'atteinte inflammatoire au niveau des anthèses. Donc, pour classer justement les patients comme ayant une spondyarthropathie, sachant que là, ce que je vous montre ici, ce sont des critères de classification, ce ne sont pas des critères diagnostiques, mais c'est vrai qu'on s'aide de ces critères devant une suspicion de rhumatisme inflammatoire, une spondyarthropathie. Donc, vous voyez, on a des critères de classification pour classer les patients ayant une spondyarthropathie axiale et périphérique. Donc, le mode de survenue, c'est vraiment l'existence de rachyalgie d'horaire inflammatoire chez un sujet de moins de 45 ans, et ça, l'âge est extrêmement important à prendre en considération. Lorsque l'on retrouve des rachyalgies d'horaire inflammatoire, associées à la présence de ces critères dont je vous ai parlé, de ces différents éléments, signes extra-articulaires, anomalies sur le plan biologique, etc., à ce moment-là, à partir du moment où on retrouve une sacroïlite, que ce soit sur les radiographies standards ou sur l'IRM, à ce moment-là, on peut classer le sujet comme ayant une spondyarthropathie. En l'absence de sacroïlite, donc on prendra en considération la présence du HLA-B27 avec les distances d'au moins 2 critères. On a également donc, des critères de classification pour les spondyarthropathies de forme périphérique. Là encore, on prendra l'association de l'atteinte articulaire, l'arthrite, l'anthésite, associée aux signes extra-articulaires ou aux éléments biologiques. Il existe également des critères de classification spécifiques pour le rhumatisme psoriasique, prenant en compte donc l'atteinte articulaire et également l'étendue de l'atteinte cutanée, c'est-à-dire du psoriasis cutané. Donc voilà, j'ai abordé donc les 2 principaux rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, spondyarthropathie. Comme je l'ai indiqué également, devant un rhumatisme inflammatoire, il faut savoir également évoquer d'autres pathologies
plus rares, les connectivites. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ces différentes connectivites. Simplement, pour vous, il faut savoir que ce sont des pathologies en général qui touchent plusieurs organes, donc qui vont nécessiter un interrogatoire plus poussé et qui nécessitent vraiment des consultations plus spécialisées. Donc en conclusion, le message que vous pouvez retenir, c'est que les rhumatismes inflammatoires chroniques sont quand même assez fréquents, touchent les sujets jeunes. On a bien mis en exergue l'importance de l'interrogatoire pour rechercher justement le qualificatif d'inflammatoire. Il faut vraiment y penser devant ce caractéristique de douleur. L'importance du diagnostic précoce pour un meilleur pronostic ultérieur, et d'où l'importance des associations, l'importance de la diffusion des informations pour permettre aux différents sujets suspects de rhumatisme inflammatoire de pouvoir aller consulter dans les meilleurs délais. Voilà. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je serai très contente de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Grangebach.